Bonjour et bienvenue dans Percer rêver, le podcast où des artistes, sportifs et autres passionnés se confient sans filtre sur leur parcours et leurs rêves. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Insa, bienvenue dans Percer rêver. Bonjour Justine. Je vais te laisser te présenter, toi et tes activités artistiques, professionnelles, personnelles. Alors, ça va être un peu long, on va croire que je me la raconte, mais bon, puisqu'il faut en passer par là, je suis écrivain, comédien, chanteur, scénariste, principalement. J'ai démarré ma carrière il y a bien longtemps, quand j'avais 16 ans. Ouais, ma carrière professionnelle quand j'avais 16 ans. Et puis depuis, j'ai eu la chance de- d'écrire des scénarios, de publier à peu près une vingtaine d'ouvrages et, euh, et de me produire sur scène, dans la musique et puis également au théâtre. Super, alors est-ce que tu peux nous raconter un petit peu si tu as grandi dans un milieu d'artistes, quelles ont été tes influences qui t'ont donné envie de commencer si jeune? En fait, j'ai grandi en France, mais ma famille, mon père et ma mère ont dû quitter le Sénégal pour des raisons politiques. Mon père a été obligé de quitter le Sénégal pour venir s'installer en France, à Sarcelles. Mon père, ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était les livres. C'était un passionné de livres. Donc, toute son enfance, il voulait être imprimeur. Donc, j'ai vécu dans une maison où il y avait énormément de livres. Et je pense que ça m'a donné cette appétence pour la littérature, pour l'écriture, pour les beaux mots. Néanmoins, ma mère ne voulait absolument pas que je sois artiste parce que elle voulait d'abord que j'ai une sécurité et effectivement bah pour être un artiste bah faut venir d'un certain milieu aisé normalement. Il faut historiquement, bah, les artistes étaient sponsorisés d'une certaine manière par des aristocrates, par des gens fortunés. Et aujourd'hui, bah, effectivement, la difficulté, c'est de se faire une place et d'avoir des connexions, d'avoir un réseau. Et donc, ma mère voulait absolument pas ça pour moi. Mais on a fait un pacte. Si j'ai mes diplômes, après, je peux faire ce que je veux. Bon, j'ai eu mes diplômes, je pouvais quand même pas faire ce que je voulais, donc je faisais en cachette et puis ça a marché. Et puis à un moment donné, bah, il était au pied du mur, ça avait marché, et puis voilà. Alors qu'est-ce que tu as eu justement comme diplôme? Alors j'ai eu un bac d'éco pour faire plaisir à tout le monde, et après j'ai fait une licence en éco-gestion et en sciences économie, il y a bien longtemps. D'accord. Tu étais en région parisienne à ce moment-là? Oui, j'ai grandi à Sarcelles, je suis arrivé à l'âge de 6 ans à Sarcelles. Et en fait, je crois aussi que le fait d'avoir grandi à Sarcelles, ça a nourri euh, mon esprit créatif. Euh, on, on le voit pas comme ça, mais il y a certaines banlieues où il n'y a pas de bibliothèque. D'ailleurs, il y a une bibliothèque à Sarcelles, mais Sarcelles, c'est 60 000 habitants. La bibliothèque de Sarcelles, allez, à tout casser, oh là là, elle doit faire, allez, la partie pour les ados et les adultes doit faire à peu près, allez, si je suis gentil, 30 mètres carrés, si je suis gentil. Donc, ce faisant, il n'y a pas vraiment de culture à ça. Il n'y a pas vraiment de culture institutionnalisée, de culture institutionnelle. Néanmoins, quand j'arrive en France en 1980, il s'avère qu'il y a le rap qui débarque quasiment au même moment que moi. Le rap, le hip-hop, la danse hip-hop. Et tous les gamins, tous les jeunes vont se prendre de passion pour cette culture. Enfin, j'utilise le mot culture, même si en France, on a du mal à appeler le hip-hop, le rap, une culture. Je m'expliquerai un peu après. Le les gamins prenaient des cartons, dansaient dessus. C'était l'époque de l'émission HIP à choper. Les gars qui pouvaient pas se payer une guitare, le solfège, le conservatoire, ça les empêchait pas d'écrire des textes et de les scander sur des beats, sur du beatbox. Donc, avec rien, on pouvait créer.
Et donc, ce faisant, bah, la culture nous appartenait puisqu'on n'avait rien et qu'on arrivait à écrire, on arrivait à se produire devant un parterre de copains. C'était pas encore le zénith. Euh, il n'empêche que c'était une raison de vivre et c'était une raison de vivre et c'était une raison de se sentir à la fois libre et important. Il faut se rappeler que au début des années 80, quand on allumait la télévision, quand on écoutait la radio, quand on lisait des magazines, des journaux, quand on regardait des films français, euh, quand on allumait la télévision sur des émissions françaises, jamais il n'y avait de noirs et d'arabes. Jamais. Tant et si bien. Ah si, il y avait juste un personnage noir, c'était une vache qui était bête et qui s'appelait la Noiraude. Donc la seule référence au noir, c'était la Noiraude. En tout cas, dans la culture, dans le cinéma, dans l'espace médiatique français, eh ben, on n'avait pas de représentation, on n'avait pas de figure positive noire. Euh, Et ça, quand même, grandir dans un pays où tu es nié, je crois qu'il n'y a rien de pire. Grandir dans un pays où on t'appellera toujours le fils d'immigré, où on te verra juste, toujours sur le prisme euh, de, 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 euh, de la transhumance, euh, eh ben, ça t'ancre pas et ça te forge pas en tant que citoyen de ce territoire. Tu n'appartiens pas à cette nation. Et on te le fait bien comprendre. Tu es invisible. Ce faisant, le fait que le rap arrive et qu'on s'en empare et que les gamins s'en emparent, eh ben, ça fait d'eux. À l'époque, on appelait ça la Zulu Nation. Quand arrive le hip-hop le hip-hop et le rap, le mouvement s'appelle la Zulu Nation. Tu as le droit d'être blanc, chinois, noir, indien, tout ce que tu veux. T'appartiens à une vraie culture, la culture de ceux qu'on ignore, la culture de ceux qui vivent à la périphérie de la ville, qui vivent à la périphérie de la société, qui sont les exclus. Et ça va engager mes potes et moi dans l'idée et l'ambition de devenir des gens. Ça a été très important. Je pense que c'est l'héritage de la Coupe du Monde 98 aussi. Ah, c'était bien avant 98. Parce que même dans l'équipe de France de 98, il y avait Jean Vion, il y avait Tigana et il y avait Marius Trésor. Trois noirs, point. D'accord. Et il fallait toujours qu'il légitime le fait qu'il soit en équipe de France. Donc c'était pas 98 parce que avant 98, il s'était passé beaucoup de choses culturellement dans les banlieues. Cette idée qu'on est chez nous, que les gens l'acceptent ou pas, on est chez nous. Et ce faisant, eh ben, euh, 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 on va créer réellement en France une nation où les déshérités sont importants. Il faut savoir que le premier rappeur qui va faire un featuring avec des artistes américains, il est passé par Sarcelles. C'est sur le titre Contre l'apartheid d'Africa Bambaataa. Euh, il faut savoir que quand on te dit que tu n'es rien, ça te donne la rage de vivre. Quand des ministres, des politiciens disent les gens d'en bas, c'est humiliant, c'est insultant. En bas où? En bas de quoi? Donc, ce faisant, avec cette rage, tu as envie, tu vois, de crier au monde que tu existes. Tu peux le faire dans le bien comme tu peux le faire dans le mal. Malheureusement, tu as ces deux tendances-là. Dans le bien, ça a été de s'approprier le hip-hop. Ça a empêché la plupart de mes potes de sombrer dans la délinquance, dans la drogue, dans la violence. Ça leur a permis aussi de devenir, aux yeux des gens, aux yeux des inconnus, des personnes importantes. Euh, le truc le plus important, en fait, pour créer une nation,
c'est la fiction. C'est inventer une fiction. Euh, une nation, ça se bâtit pas simplement avec des frontières, avec des guerres. Ça se bâtit avec la fiction qu'on vient tous du même endroit, qu'on a tous le même héritage, qu'on a tous les mêmes ancêtres. Tant et si bien que quand j'étais gamin, on apprenait nos ancêtres les Gaulois. Que tu sois noir, chinois, tout ce que tu veux. D'accord? C'est embrasser une fiction. Même si au fond elle est fausse. Mais au moins, ça t'ancre dans un territoire. Ça t'ancre dans une société, parmi un peuple. Euh, et quand tu n'existes nulle part dans cette fiction, c'est très dur de vouloir défendre ce pays. Aujourd'hui encore, quand on parle du hip-hop, quand on parle du rap, en France, on considère encore que c'est pas une culture. Alors, c'est vrai et c'est pas vrai. Le rap, c'est le marché du rap français, c'est la deuxième économie, la deuxième industrie mondiale après le rap américain. On écoute du rap français un peu partout sur Terre. Tu vas au Bangladesh, je peux t'assurer que la plupart des gens de ce pays ne connaissent pas Johnny Hallyday. Mais par contre, ils seront capables de te citer un rappeur ou une rappeuse français. D'où, effectivement, c'est une puissance, le rap français. Mais pourquoi c'est pas une culture? C'est pas une culture parce que pour que ce soit une culture, il faut également qu'il y ait une histoire. Tant qu'on ne parle pas de l'histoire du rap, ça ne peut pas être une culture. Tant qu'on n'a pas... en France, il n'y a qu'une seule radio nationale qui diffuse principalement du rap. Et ça s'appelle pas Skyrap, ça s'appelle Skyrock. Ça pose bien le problème du pays dans lequel on vit. Parce que, en réalité, des relents racistes, des relents également centre-villiens, je reviendrai sur le terme centre-villien, euh, euh, eh ben, n'ont pas envie que le rap, que le hip-hop soit une culture à part entière française. Donc, on empêche les médias d'en discuter trop, on empêche qu'il y ait des radios, qu'il y ait des chaînes spécialisées, qu'il y ait des scènes spécialisées. Non, il n'y en a pas. En France, il y a des scènes rock. Tu as des scènes de toutes sortes, mais des scènes rap, t'en as pas. Euh, euh, et c'est pour ça qu'en fait, euh, il me semble que, bien entendu, je vais pas mentir, hein, j'étais peut-être mieux loti que mes camarades sarcellois, en termes de livres, en termes d'équipement, en termes de culture. Il n'empêche qu'il a fallu aussi se battre. Il a fallu que je me batte déjà contre moi-même pour exprimer ma légitimité, dire que que j'ai les droits de rentrer dans ces métiers, de pratiquer ces métiers, et qu'effectivement, il va falloir se battre pour qu'on m'accepte comme je suis. Et justement, avec cet entourage bah, qui est en fait délaissé beaucoup par la culture, tu le disais, avec une bibliothèque de 30 mètres carrés pour une très grande ville et tout ça, comment tu as fait pour savoir comment t'y prendre? Qui t'a donné les ressources pour contacter un éditeur? Ah, tu sais, quand tu as grandi en Sarcelles, t'attends rien de personne. Tu fais, tu œuvres. Si tu dois rapper dans le métro, dans ma génération, aujourd'hui ça a changé parce qu'il y a du fric dans cette industrie. À l'époque, il n'y avait même pas de fric à se faire. Donc, tu n'as pas besoin d'éditeur, tu n'as pas besoin de producteur. Tu te débrouilles seul. Pour écrire une chanson, tu as besoin d'un stylo, d'une feuille et de ta voix. Pour te produire sur scène, tu peux te produire sur scène en bas de ton immeuble. Tu peux te produire sur scène dans les MJC. Tu peux te produire sur scène dans le métro. Tu vois. Euh, 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 Attendre que les gens s'intéressent à toi, ça va être long. Et ça n'arrivera peut-être jamais si toi-même tu crées pas ton propre réseau. Si toi-même tu ne deviens pas incontournable. Donc, ce faisant, quand j'ai commencé à écrire, c'était avec ma bande de potes, bah, on écrivait dans ma chambre.
On a trouvé un pote qui avait acheté un peu de matériel pour faire de la musique, on allait chez lui et on enregistrait chez lui. Et ensuite, on se produisait dans des MJC de banlieue, etc., pour se faire un nom. Et puis à un moment donné, bah oui, on a commencé à parler de nous. Et on a commencé à avoir besoin de nous aussi. Besoin de nous sur des textes, besoin de nous sur des scènes, besoin de nous pour des images de la télévision. Et ce faisant, mon premier album, je l'ai autoproduit avec mes potes. On s'est réunis avec mes meilleurs amis. On a bossé comme des tarés et on a mis de l'argent tous en commun pour produire ce premier album. Ça, c'était en 80 96, si je dis pas de bêtises. Et pendant qu'on enregistre notre album, eh ben, t'as des producteurs qui s'intéressent notamment à mon écriture et qui vont me proposer bah, un contrat. Mais c'est pas moi qui ai été les chercher. Ensuite, avec cette expérience dans cette major qui était insupportable, eh ben ça a été une très mauvaise expérience, sauf que j'avais signé un contrat et que je pouvais pas signer ailleurs. Euh, 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 Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai attendu que mon contrat s'arrête, mais en attendant, bah, j'ai fait du théâtre. Parce qu'on m'a vu sur scène, on a parlé de moi, de mes performances scéniques, et un metteur en scène m'a proposé un rôle au théâtre alors que j'en avais jamais fait. Mais tu sais, le tout, c'est de jamais te convaincre qu'en fait, tu vas y arriver. Même si tu as même si t'as la trouille, tu vois, de pas y arriver. Je me suis convaincu que j'allais être un comédien et puis ça a été une super belle expérience. J'ai tourné au théâtre jusqu'à ce qu'on me repère au théâtre et qu'un réalisateur me propose un rôle pour un long métrage au cinéma. Euh, J'avais jamais fait de cinéma non plus. Mais j'ai peur, mais j'y vais quand même. Et ça a marché. Et puis, il me restait, je crois, 2 ans de contrat. Et pendant ces 2 ans, je suis parti au Sénégal pour toute autre chose, hein. Il fallait que le contrat cesse. Et puis, le milieu artistique commençait un peu à me gaver. Et avec l'un de mes meilleurs amis, bah, on a été s'installer à Dakar pour monter une société autour du tourisme, autour du transport de marchandises. Et, euh, euh, et là, ce que j'arrivais pas à faire depuis des années, c'est-à-dire que ce que comment dire, je reculais le moment où j'allais écrire un roman. Pourtant, j'avais cette envie depuis que j'avais 8 ans. Depuis que j'avais 8 ans, je me disais, ouais, un jour, il faut que j'écrive un livre. Et à Dakar, j'avais du temps, j'étais bien, et j'ai écrit un roman. Et quand je suis rentré en France avec ce roman, euh, euh, j'étais en négociation avec une nouvelle boîte de production. En attendant il me restait que quelques mois de contrat avec cette major. Et j'ai pu signer donc avant de signer, j'ai montré mon manuscrit à mes producteurs de musique. Et ils me disent ouais c'est super, il faut qu'on te trouve un éditeur littéraire. Donc ils vont faire des envois, si je dis pas de bêtises, à plusieurs maisons d'édition et il y en a aucune qui va répondre. Alors je sais même pas s'ils ont lu ce roman. Et, mais par contre, il y a une maison d'édition qui, à l'époque, en 2006, avait l'ambition de créer une collection autour du roman urbain. Et ils appellent ma boîte de production pour savoir si à tout hasard, il n'y a pas un artiste dans la maison de production, la nouvelle maison de production, qui aurait un manuscrit. Il pitch un peu l'idée de la collection et ça collait tellement à mon roman que mon producteur s'est dit que c'était un pote qui faisait une blague. Tu vois. C'est Il un s'est dit très non, heureux c'est pas hasard, en possible, effet. mais un hasard de fou. Et ce qui fait qu'ils envoient le roman et puis 3 mois plus tard, le contrat était signé. Et puis voilà, on a signé le contrat même pas 3 mois. Euh, on s'est parlé au mois de mai, je crois,
au mois de juin aussi, et le roman est paru en octobre 2006, Sarcelles Dakar, et qui est devenu, comment dirais-je, un livre référence en France. Mais à l'époque, il faut que je sois hyper honnête, c'est que c'est une écriture nouvelle dans un, dans un pays qui est pas pressé de nouveautés et qui est pas pressé d'entendre parler l'autre France. Euh, il s'était passé un truc, j'ai pas de souci avec ça. Les éditeurs qui ont un souci avec ça, bah, ils ont qu'à boucher les oreilles. Euh, En fait, quand mon éditeur a le livre entre les mains, euh, il me convoque au bureau parce qu'il faut que je leur prouve que c'est bien moi, un noir de banlieue, jeune, qui ai pu écrire un roman comme ça. Donc j'ai dû justifier tous les passages, pourquoi je les ai écrits comme ça, quelles sont mes références, etc. Convaincre que c'était bien moi, parce que d'autres éditeurs qui avaient lu le bouquin étaient persuadés que, en fait, c'était impossible qu'un noir de Sarcelles ait pu écrire ça, et que il y avait un blanc derrière. C'est terrifiant de se dire que ça a pu exister. Mais ça Mmh. existe toujours quand tu appelles certaines maisons d'édition et que tu es marocain et que tu leur envoies ton manuscrit, ils vont te dire: Ah, c'est génial ce que vous avez fait, mais on a déjà notre auteur marocain. C'est affreux, hein? C'est une réalité. C'est une réalité. Mais en vérité, pour l'instant, je parle de couleur de peau, mais je vais bien préciser le fond de ma pensée. Ça n'a rien à voir avec une couleur de peau. En fait, parler de racisme, c'est la partie émergée de l'iceberg. Notre société, la plupart des sociétés libérales, sont constituées de deux entités. Les centre-villiens et les gens qui vivent à la périphérie du centre-ville. On prend n'importe quel modèle, hein. J'ai été dans une ville qui s'appelle Barbezieux, 5000 habitants, à côté d'Angoulême. J'ai été à Nice, j'ai fait toute la France. C'est toujours constitué de la même manière. Dans le centre, tu as la mairie. Dans le centre, tu vas avoir le théâtre, tu vas avoir la médiathèque, tu vas avoir la culture, la légitimité. Dans les villes plus grandes, tu vas avoir l'opéra, les salles de concert et la scène nationale. Et à la périphérie, il n'y a rien. Euh, L'opéra, le cinéma, les théâtres, euh, 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 ce sont des sanctuaires. Faut jamais l'oublier. Ce sont des sanctuaires. Et pourquoi ça se trouve en centre-ville? Parce que c'est sanctuarisé et c'est légitimé par la population qui vit dans le centre-ville, qui détient le pouvoir, qui détient également l'argent et qui veut s'approprier la culture et qui pense s'approprier la culture. Quand j'étais gamin et qu'on faisait des graffitis, c'était moche, c'était interdit. Aujourd'hui que les enfants du centre-ville pratiquent cet art, eh ben, on a des galeries qui proposent des graffitis. Mais ce sont leurs enfants qui sont en avant. Tu peux prendre le plus talentueux des graffeurs de banlieue, il n'aura jamais une cote aussi importante qu'un gamin qui n'a aucun talent, qui vit dans le centre-ville. C'est une réalité historique, c'est pas une invention. Donc, quand les petits noirs, quand les petits arabes, quand les petits blancs de, de la périphérie disent on nous aime pas parce qu'on est noir, parce qu'on est arabe, parce qu'on est chinois. Non, parce que vous êtes pauvres et qu'on veut surtout pas que vous preniez le fauteuil de nos enfants. C'est exactement la culture patriarcale. Le centre-villien est très lié au patriarcat. Et c'est d'autant plus difficile quand tu es une femme. Faut aussi le rajouter, ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu
tu préconiserais ou qu'est-ce que tu aimerais voir mis en place pour justement que ce que toi tu as traversé, ce que tu ressens et as pu ressentir ne se produise plus? Moi, je suis pas quelqu'un qui pleurniche. C'est pas ma nature. Je fais. J'ai traversé ça. Donc, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? J'attends rien de personne. Bah, depuis des années, depuis 2005, je vais dans des collèges, je vais dans des lycées, je vais dans des universités, je vais dans des maisons, dans des MJC, je vais dans des prisons pour parler de cette légitimité et pour donner aussi, grâce à des ateliers d'écriture, grâce à des projets culturels, à donner cette fibre et cette envie de créer par soi-même, de rien attendre de personne et de se sentir légitime. Le simple fait de se sentir légitime, c'est se respecter. Tu peux pas te respecter toi-même si t'as pas conscience qu'en fait, c'est à toi d'arracher le respect aux autres. La question de la légitimité, elle est souvent, abordée dans ce podcast parce que, on a tendance à avoir souvent un syndrome de l'imposteur. Oui, J'imagine bien sûr. encore plus quand on vient de milieux dans lesquels on ne croit pas. Hem, c'est très compliqué de se dire, aujourd'hui, je veux sortir un livre mais, j'ai pas fait de fac de lettres. Je veux faire de la musique mais je sors pas du conservatoire. Est-ce que tu as été face à ça quand même? Ah, tu sais, en vérité, moi, j'ai jamais été face à ça parce que, tu sais, j'ai eu la chance de naître au Sénégal, faut pas l'oublier, par rapport à mes potes qui ont connu que la France. Quand j'étais au Sénégal, bah, tout était noir. Et en plus, j'étais un centre-villien. Mais je ne le savais pas à l'époque, tu vois. Donc, Mmh. quand je suis critique par rapport au centre-villien, j'oublie pas mes origines. Et je sais très bien que mes parents, c'est des centre-villiens. C'est quand ils sont arrivés en France qu'ils sont devenus des banlieusards. Euh, euh, donc, ce faisant, euh, euh, j'ai jamais eu besoin de réclamer quoi que ce soit parce que ça m'était déjà dû. Il fallait juste que j'aille l'arracher. C'est tout. Donc je me posais pas la question de savoir, oui, comment faire pour trouver un éditeur. Non, tu trouves les moyens de faire. S'il y a aucun éditeur qui s'intéresse à toi, bah, sors ton bouquin tout seul. Et d'ailleurs, en vérité, mon premier livre, je l'ai auto-édité. Mon tout premier livre, tu vois, ma mémoire est flanche. En 2005, il y avait les émeutes de banlieue euh, qui sont partis de Clichy-sous-Bois, à côté de Clichy-sous-Bois, et à la télévision, envoyés sur les plateaux euh, des politiciens, des journalistes, des policiers, des religieux, des gens des services sociaux, des grands frères, des MJC, machin, etc. Tout le monde parlait des banlieusards qui mettaient le feu, de ces jeunes de banlieue qui mettaient le feu. Mais jamais personne ne pouvait les entendre. C'est ce bouquin, enfin, parce qu'on ne les entendait pas avec mon meilleur ami, avec l'un de mes meilleurs amis, j'en ai plein des meilleurs amis, hein. Je suis désolé, je suis sarcellois, donc on est une grande famille, j'en ai plein des meilleurs amis. Donc avec mon pote Boris Lamine, on se dit, mais si nous, on recueille pas la parole de ces gens qu'on veut pas entendre, qui va le faire? Et on a mis encore une fois la main au portefeuille et on a écrit C7H16. Et on a été dans les banlieues, on a été à Clichy-sous-Bois, on a été dans les banlieues sensibles là où ça cramait, pour recueillir le témoignage des gens en colère, de ces jeunes en colère. Donc ça s'est transformé en un bouquin où il y a de la musique parce qu'on a aussi produit un album qui accompagne le livre. Euh, 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 on a fait appel à des artistes de banlieue et ce faisant, ça nous a pris du temps, mais on a nous-mêmes édité parce qu'on savait très bien qu'il n'y aurait aucun éditeur qui allait nous suivre dans un projet aussi ambitieux. C'est sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'impression enfin, moi, je suis persuadée qu'aujourd'hui, le rôle que tu as auprès des jeunes et le rôle que tu as en racontant ton histoire aussi et ta façon de la vivre, est presque plus important que le discours que peut lui donner une école. Parce que du coup, tu leur offres une porte vers l'extérieur. Via les livres, tu leur permets, de regarder dehors, justement,
de regarder ce qui se passe en dehors, de leur donner une vision de la vie. Est-ce que c'est un rôle que tu prends à cœur? Est-ce que tu le perçois comme ça? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu aussi, du coup, ce qui s'est passé, donc tu nous as parlé de ton parcours jusqu'à, 2005 et jusqu'à ce travail que tu as fait, auprès des jeunes de banlieue. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé après et quel rôle tu as donné à la suite de ta carrière justement? Bah, tu sais, en fait, tu te nourris à la fois, tu nourris les gens en même temps que tu te nourris d'eux. Hem, Moi, je me suis nourri beaucoup de livres. J'ai parlé de Chester M tout à l'heure, ça m'a nourri. Lamartine, ça m'a nourri. Victor Hugo, ça m'a nourri. Lamine Camara m'a nourri. Il y a plein d'auteurs qui m'ont nourri. Il y a des films qui m'ont nourri, des chansons qui m'ont nourri, euh, euh, des, des pièces de théâtre qui m'ont bouleversé et nourri. Et ça m'a permis de grandir et de prendre en assurance. Euh, il, y a, il y a quelques années, ça devait être en 2009, je crois, je prends le train, un train de banlieue. Oui, j'habite encore à Sarcelles. Je prends un train de banlieue Mmh. pour aller à Gare du Nord, pour aller à Paris. Et il y a des jeunes qui chahutent. Mais ils parlaient vraiment très fort. Et ils rigolaient vraiment très fort. Et c'était un peu l'heure où il y avait les parents, soit qui rentraient du travail, soit qui allaient au travail. Et je me suis dit, non, il faut que j'aille leur parler pour leur dire, ouais, c'est bien, vous avez le droit de rigoler, mais parlez pas trop fort parce que sinon ça va déranger les autres et vous allez donner une mauvaise image de vous. Et je me lève et quand j'arrive à leur hauteur, ils me regardent, ils me disent, non, vous êtes Insa Sané. Justement, on était en train de parler de votre livre. Et donc, il Mais chahutait parce qu'il incroyable! il se racontait il racontait des passages d'un de mes romans qui s'appelle Du plomb dans le crâne. Et donc, voilà, ils étaient nourris, tout simplement. Et je me suis retrouvé comme un con parce que je me suis revu à leur âge. Si à leur âge, j'avais eu entre les mains un bouquin comme ça, bah, j'aurais pu que chahuter avec mes potes. J'aurais pu que me dire, ah, regardez, ça c'est toi. Donc, Mmh. le truc, c'est que, en fait, faut arriver avec énormément de modestie, euh, euh, te dire que d'abord, moi, je viens pas avec, je suis pas Dieu, je suis pas un Messie. Je viens pas avec mes certitudes, je viens avec mes doutes. Euh, euh, et c'est autour de ces doutes que j'essaye de travailler avec eux. Premier doute, c'est savoir est-ce qu'ils vont accepter que je travaille avec eux sur mes projets artistiques notamment, sur les Mmh. ateliers d'écriture. Euh, euh, Autre doute, quand j'écris un livre, bah, j'ai toujours le doute de me dire est-ce que ça va être bien reçu par le public. C'est un putain de doute. T'as jamais de certitude. Et c'est un métier où il est très difficile de durer, faut pas l'oublier. Hein. C'est très facile de faire un coup, d'arriver avec une chanson ou un livre ou un film, mais durer, en enchaîner plein, c'est super dur de se renouveler. Donc, tu es tout le temps pétri de doutes. Donc, tu arrives avec cette humilité-là devant eux, et puis, tu as l'échange. Et le tout, c'est de les connaître. L'an dernier, il y a une prof qui m'a dit, euh, à la fin d'une séance d'atelier, c'était la première séance que je menais avec cette classe, et à la fin de la séance, elle me dit, mais comment tu fais pour savoir qui est qui alors que tu les connaissais pas? Moi, j'ai mis des mois à les connaître. Mais simplement, on n'a pas le même rôle. Elle arrive, elle a son rôle de prof. Moi, j'arrive, mon rôle, c'est de les connaître rapidement. Et pour les connaître rapidement, et ben juste, on va parler. On passe beaucoup de temps à parler avant de commencer à travailler. Et ça me permet, à travers ce qu'ils me disent, à travers leur posture, la façon de regarder, la façon de s'exprimer, ça me permet de savoir qui est qui. C'est grossier, hein, mais en règle générale, je tombe tout le temps pile poil sur qui est qui. Et comme je les connais, eh ben, ça me permet d'avoir une parole qu'ils peuvent entendre. Je parle pas à tous les gamins de la même manière. J'ai pas la même posture
vis-à-vis de tous les gamins, quand ils sont 30, ces 30 individus avec leurs particularités, j'adapte. Pour chaque personne, j'adapte. Parce qu'au final, ils nourrissent mon écriture, mais ils se nourrissent aussi parce qu'ils se grandissent en ayant le droit de dire ce qu'ils veulent. Ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent tant qu'ils respectent les autres, tant qu'ils racontent pas des conneries. Et quand il y a une connerie, on en discute tous ensemble. Et c'est ça le livre. Le livre, en fait, si on lit des livres, c'est d'abord, même quand on va au cinéma, quand on écoute une chanson, c'est pour se voir dedans. C'est juste pour se voir dedans. Alors, quand je travaille avec eux, moi, je veux me voir en eux aussi. Et quand j'arrive avec eux, je veux qu'ils se voient aussi en moi. Je crois que c'est très important le message que tu passes. C'est gentil. Une question que j'aime bien poser dans ce podcast, c'est quelle est la richesse, toi, de tes métiers? Parce que je crois qu'on peut parler de tes métiers. La richesse de mes métiers, c'est que, avec un peu de chance, je serai éternel. Ah, c'est beau. C'est le propre de l'artiste, c'est de vouloir être éternel. Alexandre Dumas, il est éternel. Voilà. Il a pondu quelque chose au 19e siècle et on est encore là à parler de lui alors qu'il est sous terre. Il est éternel. Voilà. Je conclue toujours avec la même question. Si toi, aujourd'hui, avec l'expérience que tu as, tout ce que tu as pu accomplir, tu pouvais parler au petit Insa, 6 ans, qui commence à lire et qui se dit que quand même, lui, il aimerait bien être artiste, qu'est-ce que tu lui dirais? Je ne serai pas de bon conseil parce que je suis un vieux, tu vois, et je dirais simplement, regarde pas la montagne, essaye de voir ce qui se cache derrière la montagne. Je dirais juste ça. Le plus important, c'est l'aventure. Quel que soit le chemin que tu prends, c'est l'aventure le truc le plus important. Merci beaucoup, Insa, d'être venue dans le podcast. Je t'en prie. Merci de ton invitation. Je suis enchanté et ravi de ce petit moment partagé à discuter. Mais également. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur les plateformes et sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de son actualité. Et je vous dis à très bientôt.